Merci à vous de m'avoir invité ici. Je vais faire un petit pas de côté par rapport à ce qui a été présenté jusqu'à présent. Moi, je n'ai pas trop parlé de développement durable. Je vais en parler indirectement parce que je vais vous présenter des organismes vivants que l'on connaît très mal et qui sont très importants pour nous. On va parler aussi de biodiversité et puis on va aussi parler de changement climatique et d'impact sur ce que ça va jouer sur les organismes marins qui sont importants pour nous. Alors, pourquoi? Donc, tout le monde sait, hein, la Terre est bleue comme une orange. 78% de la surface, c'est des océans. 98% de la biosphère, donc l'espace où il y a les volumes où il y a de la vie sur Terre, c'est des océans. Et en fait, on connaît très mal ces zones, puisque c'est quand même souvent c'est loin de tes côtes, et on n'a pas souvent l'occasion d'aller faire des études des organismes qui sont au niveau des océans. On pense, c'est assez admis aujourd'hui, que la vie est apparue sur Terre dans les océans. Et donc on a encore là à apporter des traces plus ou moins anciennes de l'apparition et de l'évolution de la vie. Et on connaît très mal ce système. Alors, non seulement c'est un système très grand, mais il a un impact très fort pour nous au quotidien. Donc la moitié de l'oxygène de l'air est produit par des organismes marins. Donc essayer de vivre avec une respiration sur deux, ça va être un peu plus compliqué. Ce sont d'ailleurs ces organismes marins qui ont au départ produit les débuts de l'oxygène. Hein. Ce sont des cyanobactéries. Entre un tiers et la moitié du carbone du CO2 atmosphérique est capté par les océans. Ça a été évoqué tout à l'heure, ce qu'on appelle la pompe à carbone. Donc il y a des phénomènes physiques, mais il y a aussi des phénomènes biologiques. Et si on maîtrise mal ces éléments et l'impact du changement climatique sur ces organismes-là, les déconvenues risquent d'être assez fortes. Alors les boutons s'est inversé. OK. Alors, nous, on étudie, enfin moi je fais partie d'une équipe et de groupes qui s'intéressent aux organismes marins. Je ne vais pas aller dans les détails, hein, mais c'est surtout, il faut bien comprendre qu'on parle là des organismes qui sont petits. Nous, on s'intéresse à tout ce qui va jusqu'à 2 mm, donc des virus jusqu'aux petits copépodes qui sont comme des petits crustacés. C'est 75% de la biomasse totale terrestre. Elle est là. Elle est sur ces petits organismes-là. Et on essaye d'étudier leur interaction, leur comportement, leur distribution, avoir des notions de la biologie de ces écosystèmes, donc des relations de ces organismes entre eux, de leurs relations avec l'environnement, et dans quelle mesure les impacts sur l'environnement vont avoir des impacts sur ces organismes-là. Non seulement ils sont importants, comme je l'ai dit, au niveau CO2 et oxygène, mais aussi c'est la base de la chaîne alimentaire marine. Donc s'il y a un impact sur le phytoplancton, donc les organismes unicellulaires photosynthétiques, donc les plantes entre guillemets marines, toute la chaîne trophique est impactée et entre autres les ressources de pêche sont impactées aussi. Il y a un certain nombre aussi de traits des écosystèmes qui nous concernent directement, soit en termes de tourisme, en termes d'exploitation du sable, des algues. Enfin, le nombre d'impacts est très important. Donc, on essaie de décrire et de comprendre les organismes et leurs associations dans ces environnements. On essaie de construire des modèles informatiques et écologiques de ces interactions pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Alors, il n'y en avait pas une d'abord? Non, c'est bon. Donc la pompe à carbone, elle a été évoquée tout à l'heure. Donc c'est vrai que l'interface air-océan permet au CO2 atmosphérique de se dissoudre et de former des carbonates. Et une partie de ces carbonates sont utilisés par des organismes pour construire leur squelette. Lorsque ces organismes meurent, leurs cadavres tombent au fond de l'océan et le CO2 qui a été utilisé pour construire leur squelette se retrouve dans les sédiments et là, il est piégé pour des durées géologiques. Donc ça peut être des centaines de milliers, des millions d'années. C'est autre chose que les arbres qui meurent, qui sont dégradés en quelques années, et le CO2 des arbres est recyclé très vite dans l'atmosphère.
Donc là, on a un stockage à longue échelle. Et ça, c'est une action biologique. La deuxième source, c'est lorsque ces organismes, notamment les photosynthétiques, ils font de la photosynthèse. La photosynthèse, c'est quoi? C'est je prends de l'énergie solaire, je prends du CO2, et avec ça, je fabrique des sucres, des acides aminés, des protéines et autres. Donc, je vais utiliser du CO2 pour faire de la matière organique. Et pareil, lorsque ces organismes meurent, une partie de leur matière organique est précipitée au fond de l'océan. Elle est aussi capturée pour de longues échelles. Donc, toute perturbation à ce niveau-là va avoir un impact sur la quantité de carbone qui va être piégée au fond des océans, et donc la capacité de l'océan à prendre en charge une partie de notre CO2, enfin de celui que l'on se charge à disséminer. Un impact annexe de la dissolution de CO2 dans l'océan, c'est l'acidification. Quand on met du CO2 dans l'eau, ça fait des carbonates, ça fait des ions H+. Et le squelette de ces organismes-là, c'est du calcaire. Donc mettez de l'acide sur du calcaire. Ça dissout le CO2. C'est-à-dire qu'une partie aussi de ces organismes ne pourra plus croître si le pH descend trop. Donc il y a un nombre important d'interactions qui se passent à ce niveau-là, et notamment des activités biologiques. Je vais essayer de vous raconter rapidement, j'ai plein de jolis dessins, mais je vais aller très vite, comment est-ce qu'on s'intéresse à ces organismes-là. Et là, je vais vous parler du projet Tara Océan. Donc Tara, c'est un voilier qui fait 40 mètres de long. On l'a ici en petit, vous le verrez à la fin, qui en fait est utilisé depuis 2009 comme une plateforme pour les expéditions scientifiques qui vont échantillonner partout. Donc on a utilisé le bateau pendant plusieurs années pour aller échantillonner. Donc là, c'est la carte de toutes les stations où on a fait des prélèvements entre 2009 et 2013 pour la campagne Tara Océan. Puis on est allé en 2016-2018 au niveau de l'océan Pacifique pour s'intéresser aux récifs coralliens, mais aussi encore au plancton. Et puis en ce moment, on est en train de s'intéresser beaucoup à l'océan Atlantique pour décrire un certain nombre d'interactions qui se passent entre les continents et l'océan. Donc actuellement, le bateau est par là entre la Namibie et la République du Congo. L'objet principal de ces campagnes, c'est d'aller chercher de l'eau. Bêtement, donc on utilise un certain nombre d'appareils, ce qu'on appelle ici une rosette avec des bouteilles Niskin. Ce sont des bouteilles qui nous permettent d'aller prélever de l'eau à différentes profondeurs, jusqu'à 1000 mètres. Et donc on peut comme ça ramener à la surface quelques centaines de litres d'eau et aller récupérer les organismes qui sont dedans. Donc ça, je vais en parler ensuite. Mais on a aussi un certain nombre d'appareils qui équipent cette rosette, qui nous permettent d'avoir tout un nombre de mesures qui décrivent la colonne d'eau dans laquelle les organismes vivent. Donc ça, c'est très, très important pour nous, non seulement de capturer ces organismes, mais aussi d'avoir les éléments qui nous permettent de décrire quelles sont les caractéristiques du milieu où ils vivent. Alors la quantité d'oxygène, de salinité, la température, la pression, la quantité de lumière, de nitrate, phosphate. Je ne rentre pas dans les détails divers et variés, mais on a en gros entre 50 et 80 caractères physico-chimiques qui décrivent la masse d'eau sur laquelle on est en train de faire les prélèvements. On fait aussi de l'imagerie. On fait beaucoup d'imagerie. Donc là, je vous ai un peu récapitulé les types d'appareils qu'on utilise. Comme je vous ai dit, on s'intéresse à tout ce qui va jusqu'à 2 mm, donc 2000 microns, c'est ici. Donc, échelle en log, bien sûr. Donc on s'intéresse aux virus, aux bactéries et aux archées, mais aussi aux protistes et aux métazoaires. Donc les métazoaires sont les petits animaux. Il y en a quelques-uns ici, la décopépode. Et on a des systèmes d'imagerie qui nous permettent de compter et d'avoir des estimations des nombres, des tailles, des formes, des caractéristiques internes des cellules de ces organismes-là. Donc non seulement on va avoir de la matière biologique, mais on a aussi aujourd'hui on est à plusieurs centaines de millions de photos de ces organismes-là que l'on classe, mais je ne rentrerai pas plus loin dans ces détails aujourd'hui. La chose principale que l'on fait, la plupart de ces organismes, on ne les connaît pas. Donc on n'a pas de culture, il n'y a pas de référence, ils ne sont pas décrits, il y en a des millions. On n'a pas de moyen de les
cultivés. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on va étudier ces organismes-là en étudiant leur matériel génétique. Donc on va extraire l'ADN et l'ARN de tous ces organismes qu'on a filtrés dans l'eau et qu'on a concentrés sur des filtres. Et on va faire des approches de séquençage automatique. C'est des choses que l'on fait très bien au Génoscope. Hein. On a été créé pour ça. Et on va séquencer des milliards, des dizaines de milliards, des centaines de milliards de fragments d'ADN qu'on a récupérés à partir des organismes qu'on a prélevés. Le but de ces questions, c'est d'essayer de décrire qui sont ces organismes, qu'est-ce qu'ils font, avec qui ils sont, comment ils sont actifs en termes d'activité biologique et comment ils interagissent avec leur environnement. Rien que juste décrire, essayer de comprendre comment ça marche. Alors quand je parle d'organismes, hein, ça c'est une collection d'images. Alors évidemment c'est un montage, on ne les voit jamais comme ça. C'est des couleurs réelles. Hein. C'est les vraies couleurs de ces organismes-là. Donc toutes les formes, toutes les tailles. On va des petites méduses aux unicellulaires photosynthétiques, en passant par les petits annélides, crustacés, copépodes et d'autres. Donc on a un énorme panel de diversité d'organismes. La plupart de ces organismes sont très peu connus. Là, c'est un petit zoom sur tout ce qui est organismes photosynthétiques, dans ce qu'on appelle le phytoplancton. Vous voyez, ce sont des exemples d'organismes qui ont des carapaces en carbonate. Donc ça, ce sont des coccolithophores. Donc quand ces organismes meurent, leur squelette, qui est formé de petites plaques, là, comme des écailles, se précipitent au fond de la mer et vont donc capturer du CO2. Il y a des organismes ici comme les diatomées. Donc en fait, leur carcasse est en silicate. C'est du verre, en fait. C'est du verre biologique. Ils ont un squelette en verre. Donc on a ces formes assez diversifiées et originales d'organismes. Et alors, pour avoir une idée de la diversité que ça représente, ça c'est un arbre du vivant. Simplifié, hein, mais qui montre les grands domaines d'organismes vivants décrits, les amibes, les opisthocontes, les excavates. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Ça, ce sont des organismes marins. Juste pour information, ça, c'est la branche du vivant où il y a les animaux. Ça, c'est la branche du vivant où il y a les plantes terrestres. Donc les arbres, les fleurs, la prairie, c'est là-dedans, là. Les animaux, c'est dans les bilatéria. Donc, quand on montre ici une queue de baleine, c'est un petit point là-dedans. Donc, tout ça, c'est une énorme diversité d'organismes marins. Donc, ce qu'on appelle les protistes sont des organismes extrêmement anciens. C'est des eucaryotes anciens. Et c'est plus de 95% de la diversité globale en termes d'organismes. Donc, on s'adresse à ça. On s'intéresse, oui, on ne s'adresse pas. On s'intéresse à cette énorme diversité. Donc, la première chose, c'est essayer de les décrire. Je ne vais pas aller dans les détails techniques du tout, mais ce qu'on essaye de faire, c'est à partir des séquences d'ADN. Donc on a pris une masse d'eau, on a filtré les organismes présents dans cette masse d'eau sur des filtres qu'on a congelés à bord du bateau. Ces filtres sont arrivés au labo ici au Génoscope. On a récupéré l'ensemble de l'ADN présent sur ces filtres et on a séquencé. Et à partir de là, on essaye de remonter l'échelle de la complexité pour essayer de définir quels sont les gènes, quels sont les morceaux de génome de ces organismes-là, quels sont les organismes que l'on trouve ensemble. Donc on va essayer de décrire les communautés et en fait on va essayer de reconnecter ces communautés avec les descriptions de l'écosystème qu'on a mesuré quand on a pris la masse d'eau, donc la localisation, la température, la salinité, l'oxygène, nitrate, phosphate, quantité de lumière, etc. Et donc ici, on va essayer de comprendre qui sont ces organismes, comment ils fonctionnent, et ici, on va essayer de comprendre comment ils interagissent entre eux et avec l'environnement. L'idée étant d'essayer de comprendre le fonctionnement global de l'écosystème marin d'un point de vue d'activité biologique planctonique. Donc on oublie tout ce qui est poisson. Dans un litre d'eau de mer, il y a 100 milliards de particules virales et il y a un millionième de requins bleus. Donc on s'intéresse plutôt aux particules virales, aux 150 millions de bactéries, aux millions d'organismes eucaryotes unicellulaires et pas trop aux requins bleus ou aux dauphins, même si ça fait de très jolies photos.
Donc, quand on navigue dans ces échelles, donc ici c'est l'échelle de taille entre le nanomètre et puis l'échelle de l'océan ou de la Terre, 40 000 km, et la complexité biologique des phénomènes auxquels on s'intéresse. En fait, on essaie d'aller des molécules biologiques, donc ici ça symbolise les molécules d'ADN, pour essayer de s'intéresser aux organismes, s'intéresser aux communautés d'organismes. Donc ici, on est à l'échelle de quelques nanomètres. Ici, on est à l'échelle du mètre. Hein, donc en gros, l'ensemble d'organismes présents dans un seau d'eau de mer. Et là, on s'intéresse à comment fonctionne l'océan, quels sont les processus biologiques qui sont à l'œuvre et quelle est l'organisation des organismes là-dedans. Donc c'est vraiment un saut énorme. Hein, ça fait 10 puissance 15, ça fait, de là à là, on augmente de 10 puissance 15. Donc c'est assez énorme, mais à chaque fois, ce sont des questions et des outils différents. Une des premières choses que l'on a rencontrées, donc ça c'est une des premières séries d'articles qui ont été publiés en 2015. Pour information, on a sorti la semaine dernière, le dernier article qu'on a sorti des données Tara, c'est le 133e. Donc on a encore pas mal à faire. Cette courbe ici, elle décrit ce qu'on appelle la saturation. Donc est-ce qu'on découvre de nouvelles choses quand on continue à séquencer? Ici, on utilise un marqueur, je ne rentre pas dans le détail, qui permet de regarder les espèces. Combien d'espèces nouvelles on décrit dans nos échantillons? Donc au fur et à mesure qu'on ajoute des données, on plotte quels sont le nombre de nouvelles choses que l'on voit. Et donc dans cette première phase d'étude, en gros, on a décrit donc si on prolonge un peu cette courbe pour essayer de trouver le plateau, on est de l'ordre de 150 000 espèces d'eucaryotes unicellulaires dans 25% des données qu'on a récoltées. Donc ça donne une idée de cette quantité de diversité que l'on a, et 99% de ces organismes-là ne sont pas connus, ou très peu, pour le moment. Ce qu'on essaye de faire, c'est reconstruire des génomes. Alors, évidemment, quand on prélève les organismes, on a les génomes, mais en fait, on ne les a pas un par un, on a un énorme paquet. Et en fait, c'est un peu bête ce que l'on fait, parce que la première chose que l'on fait, c'est couper cet ADN en tout petits bouts. Et ensuite, ce qu'on essaye de faire, c'est reconstruire les gros bouts. Donc, c'est comme si on avait 50 000 puzzles sur la table. Ils sont tous faits, hein, propres, mais ça ne nous amuse pas, donc on les met tous par terre, on mélange tout ça, on en prend un seau et on essaie de reconstruire les puzzles qu'il y avait avant sur la table. C'est un moyen de passer du temps et à concevoir des méthodes pour ça. Je ne rentre pas dans les détails de la façon dont ça marche, mais ce que l'on fait, c'est on part des données d'ADN que l'on a pris dans les différents échantillons, on les croise entre elles, on les compte, on regarde un peu leur distribution dans les échantillons, et en fait, on reconstruit ce qu'on appelle des MAG, donc c'est des génomes à partir de données métagénomiques. Et en fait, c'est le moyen que l'on a pour essayer de reconstituer les génomes des organismes que l'on a échantillonnés plus haut. Et ça nous permet de décrire de la diversité. La première chose qu'on essaye de faire, c'est la diversité. Donc là, je vous ai juste présenté deux arbres phylogénétiques d'organismes planctoniques. Donc à gauche, ce sont des eucaryotes. Donc c'est un peu plus complexe que les bactéries. Mais tout ce qui est en rouge ici, sur ce cercle-là, c'est des séquences qu'on n'avait jamais vues avant. Donc ça, c'est pour donner une idée de la diversité nouvelle que l'on décrit dans ces organismes-là. Ici, ce sont des virus ARN. Donc on est sur l'autre pan de la diversité d'organismes. Donc ça, c'est les virus marins. Hein. Et toutes les zones en rouge, là, ce sont des groupes de virus qui n'avaient jamais été décrits auparavant. Donc il y avait quelques petits groupes ici, là, et nous, on ajoute une énorme diversité dans les données marines. Tout ça pour illustrer le fait qu'on connaît absolument quasiment rien à tout ce qui est vivant.
là-dedans et qui a un impact important sur l'oxygène, le CO2, les cycles de l'azote, du phosphore, du soufre. Donc ça, c'est les cycles biogéochimiques globaux sur les ressources alimentaires marines dont une grande partie de l'humanité dépend. Donc avant d'essayer de comprendre quel va être l'impact du changement climatique, ça serait bien déjà de comprendre un petit peu ce qui est là et comment ça marche. La distribution de ces organismes dans les océans nous permet de définir ce qu'on a appelé des provinces, c'est la biogéographie d'organismes. Donc là, en fait, juste en regardant la couleur des points, vous voyez bien qu'il y a des zones qui se ressemblent, et donc ces zones qui se ressemblent définissent des provinces, même si l'océan, ça bouge, hein, ça bouge tout le temps partout, mais on a des zones un peu cohérentes en termes de composition d'organismes. Donc on a, d'un premier côté, on décrit des organismes, on essaie de comprendre leur génome, leur fonction, on a des moyens de décrire leur distribution et l'homogénéité de leur distribution dans les océans. Ce qu'on essaie de faire ensuite, c'est comprendre comment ils fonctionnent. Donc à partir des génomes, on décrit ce qu'on appelle des modèles métaboliques. Donc ce sont des cartes qui vont essayer de résumer la façon dont ces organismes fonctionnent. Quels sont les métabolites qu'ils utilisent dans la mer, quels sont ceux qui vont relarguer ensuite, comment c'est avec ces métabolites qu'ils peuvent interagir entre eux. Et ça, c'est juste une illustration. Donc ça, c'est une carte métabolique globale. Hein. Donc ce sont toutes les voies enzymatiques principales connues. Et les couleurs donnent, l'intensité des couleurs donne la répartition de ces voies-là au sein de quelques organismes marins. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu, ici c'est le métabolisme énergétique, hein, c'est le cycle de Krebs. Ici c'est les voies de synthèse des lipides. Ici on a le cycle de Calvin, donc la fixation du carbone, etc. Donc ça, ce sont des outils qui nous permettent de comprendre un peu comment ces organismes travaillent, fonctionnent en termes enzymatiques. Donc quelle est l'usine biologique qui est en train de fonctionner. Et une fois qu'on a un peu cette connaissance-là, comme ça aurait été trop simple, maintenant on essaye de voir réchauffement climatique, projection de l'augmentation de la température de surface de la mer, selon différents scénarios, hein, je ne rentre pas dans les différents scénarios GIEC, et on essaye d'utiliser ça à partir des cartes que je vous ai montrées tout à l'heure de répartition des organismes et la compréhension de leur métabolisme. Quel va être l'impact ici, la variation de quantité de cas de CO2 qui va être captée ou non par les organismes vivants dans un siècle, suivant le scénario, je crois que c'est le scénario jaune, le scénario médian, job as usual. Et donc, en clair, en bleu, ce sont les zones où la fixation de CO2 va augmenter, mais surtout en jaune, c'est les zones où la fixation de CO2 va diminuer. C'est-à-dire que tout le réchauffement climatique va avoir un effet majeur qui va être la diminution de la quantité de CO2 fixée. Et donc la pompe à carbone, plus on va mettre de CO2 dans l'air, moins l'océan va pouvoir en capturer. Et donc l'idée de dire l'océan va nous servir de pompe, je ne suis pas très optimiste par rapport à ça. Bon, c'était juste une illustration un peu globale des choses, mais comment c'est important aussi de comprendre le vivant et d'essayer de le décrire pour essayer de voir comment il agit et comment il va être affecté par notre développement. Alors, évidemment, ce n'est pas moi tout seul qui ai fait ça, donc ça, ce sont tous les membres du labo au Génoscope qui ont participé et qui participent encore à ces activités, et puis évidemment tous les membres du consortium Terra Océan qui regroupe un grand nombre de labos en Europe, aux États-Unis, au Japon. Et puis, rien ne serait possible sans ce fantastique navire océanique sur lesquels c'est toujours agréable d'aller. Je vous remercie pour votre attention.